La vie de saint Charles de Foucauld, l'explorateur au Maroc, suite. Le vicomte de Foucauld et Mardochée quittent Tanger le 21 juin 1883 à 3 heures de l'après-midi. Ils font partie d'une petite caravane, ils sont montés sur des mules, grâce auxquelles le long voyage entrepris au Maroc se fera assez rapidement. On marche jusqu'à 9 heures du soir, une partie du temps au milieu de champs de blé magnifiques. Le lendemain, à 4 heures du matin, la caravane se remet en mouvement. Il n'y avait point de route au Maroc en ce temps-là, mais seulement des pistes tracées par le pas des hommes et des bêtes. Chaque jour, Charles de Foucauld notera la qualité du terrain, les principales essences d'arbres qui couvrent le sol par endroits, la couleur des roches. Il dira s'il a rencontré d'autres voyageurs, si beaucoup de perdreaux, de tourterelles se sont levés sur le passage, si des lièvres ont déboulé. Il est frappé dans ce début de son voyage de la multitude des ruisseaux et petites rivières qu'il traverse ou côtoie, de la vigueur de la végétation, de la beauté des cultures. Et déjà il plaint le pauvre paysan marocain auquel les pillards d'un côté, le fisc de l'autre, enlèvent la meilleure part des récoltes. Les voyageurs font presque tout de suite un crochet à l'est et passent quelques jours à Tétouan. Ils en repartent le 2 juillet dans la direction du sud pour Chefchaouen. On est surpris en lisant La reconnaissance au Maroc de la fréquence du ton idyllique. La fraîcheur des jardins, l'abondance des moissons, la douceur de l'air sont des expressions qui reviennent sous la plume de l'explorateur, et quand il décrit certaines régions comme celle de Chefchaouen, il n'est pas douteux d'abord qu'il a vu juste, mais aussi qu'une espèce de sympathie naturelle l'accorde avec ce paysage, lui en fait goûter la beauté. Dès le 2 juillet, parvenu en pays de montagne, il écrit « Le Djebel Beni Hassan présente maintenant un aspect enchanteur. Les champs de blé s'étagent en amphithéâtre sur son flanc, et depuis les roches qui le couronnent jusqu'au fond de la vallée, le couvrent d'un tapis d'or. Au milieu des blés brille une multitude de villages entourés de jardins. Ce n'est que vie, richesse, fraîcheur. Des sources jaillissent de toutes parts. À chaque pas, on traverse des ruisseaux. Ils coulent en cascade parmi les fougères, les lauriers, les figuiers et la vigne qui poussent d'eux-mêmes sur leurs bords. Nulle part je n'ai vu de paysage plus riant, nulle part un tel air de prospérité, nulle part une terre aussi généreuse, ni des habitants plus laborieux. D'ici à Chefchaouen, le pays reste semblable. Le nom des vallées change, mais pareille richesse règne partout. Elle augmente même encore à mesure que l'on s'avance. Dès le début du voyage, 10 jours après qu'il a quitté Tanger, l'explorateur est en plein inconnu. Dans cette petite ville de Chefchaouen, un seul chrétien était entré, un Espagnol, vers 1863, et il n'était pas revenu. Charles de Foucauld, 20 ans plus tard, le 2 juillet, s'arrêtait sur une hauteur voisine pour prendre un croquis, d'après lequel le vicomte Olivier de Bondy a pu faire ce dessin large et précis, publié dans La reconnaissance au Maroc. Il pénétra même dans le quartier juif et croisa en chemin beaucoup de gens, des Beni Zedjel qui lui criaient « Que Dieu fasse éternellement brûler le Père qui t'a engendré juif ». La nuit du 2 au 3, il la passa dans la Mellah. Il ne semble pas qu'il ait été visiter la ville même, mais il a été aussi loin qu'il pouvait aller et seul. Dans ce Maroc où il entre en piètre équipage, mais avec une ambition violente et magnifique, c'est d'ailleurs l'inconnu qu'il cherche. Les régions défendues, sauvages, ont toutes ses préférences. D'un point relevé sur les cartes à un autre point également déterminé, il tâchera tout au moins d'aller par une route où personne n'a passé. Faut-il attendre? Il attendra. Payer plus cher les guides? Il paiera. Le danger, il ne s'en occupe jamais. Je crois sur la foi de plusieurs hommes intimement liés avec lui que le sentiment de la peur lui était étranger.
Le voyageur qui décrit et dessine ainsi les paysages relève également sous les traits de mœurs qu'il observe, tous les traits de mœurs qu'il observe. Dans cette même excursion, il rencontre un Hajj, c'est-à-dire, comme on le sait, un musulman qui a fait le pèlerinage de la Mecque, et il note aussitôt que ces pèlerins qui ont pris quelque idée des Européens sont en général moins fanatiques, plus polis et affables que leurs coreligionnaires. 10 pages plus loin, il analyse l'état politique différent et la misère égale des deux parties du Maroc, le Blad el-Marzen, soumis au sultan, et le pays libre ou révolté, le Blad es-Seba. Partout, il recueille et considère, avec un soin extrême, des renseignements qui peuvent servir à un géographe, à un sociologue, à un colon, à un soldat. Même s'il avait parcouru le Maroc en toute liberté, on s'étonnerait qu'il eût pu le connaître si complètement. Parfois, il s'interrompt de noter et il juge. Ses jugements sont d'un contour aussi ferme que ce détail de topographie ou ses croquis à la plume. Il a une sympathie certaine pour les Marocains. Je fais allusion par exemple à ce qu'il dit des pèlerins de la Mecque. Mais il a vu de trop près, lui prisonnier de leur foule, ce que valaient moralement les habitants des villes ou des villages. Il ne peut taire les vices qui rongent les populations musulmanes. Et il est curieux de lire les lignes que je vais citer, quand on se souvient surtout que l'homme qui les a écrites devait donner une grande partie de sa vie à la conversion de ces peuples de l'Afrique du Nord, au sujet desquels même tout jeune, il avait peu d'illusions.